Donc là, le cours actuel, c'est un peu la même chose que le cours précédent. Tu sais, tantôt, je vous ai parlé des bases ou les principes de protocolage sans rentrer trop dans les détails pour chaque section. Là, c'est un peu la même chose. Je veux juste vous présenter quelques signes qui sont cruciaux, selon moi, à connaître pour le scan. Puis, généralement, c'est des choses qui vont s'appliquer pour la vaste majorité du corps. Je vais vous expliquer comment au courant du cours, mais je pense que c'est important d'avoir plus une maîtrise de les bases ou comme les principes pour une certaine modalité. Par exemple, à quoi ça ressemble de l'inflammation ou de l'édème. Puis, généralement, ça va s'appliquer à plusieurs parties du corps et donc vous n'aurez pas besoin d'apprendre par cœur, tu sais, une médiastinite, ça a l'air de ça, une appendicite, ça a l'air de ça. Juste dire, ben, je sais ça a l'air de quoi de l'inflammation. Puis là, si j'ai un appendice ou j'ai de l'inflammation autour, ben, je vais appeler ça une appendicite. OK? Si j'ai dans le médiastin, si la graisse du médiastin, il y a de l'inflammation, ben, c'est une médiastinite. OK? Donc, c'est juste un peu des principes de base que je veux vous montrer. Puis après, au fur et à mesure dans vos stages, vous allez voir plus les détails de chaque pathologie individuelle. Donc, j'ai fait une échelle Hounsfield un peu simplifiée, là, juste pour qu'on parte toutes sur la même base au moins. Donc, pour l'échelle Hounsfield, c'est les densités qu'on va donner en scan. OK? C'est donné en HU. L'eau, c'est le 0. OK? L'eau, c'est considéré comme la base. Puis après, on peut être moins dense que l'eau ou plus dense que l'eau. Vous allez voir plus tard dans vos cours de physique que la densité non plus, c'est pas le meilleur terme. La réalité, c'est de l'atténuation, combien des faisceaux de rayons X sont atténués, mais on va utiliser densité pour une question de simplicité. Ce qui est facile, c'est que l'eau, c'est toujours 0. L'air, c'est toujours moins 1000. OK? Puis après ça, vous avez tout le reste en dessous. Donc, si on commence du moins dense, qu'est-ce qui est moins dense que l'eau? Ben, l'huile, par exemple, hein, l'huile flotte sur l'eau. La graisse de baleine, c'est la même chose. On est à peu près à moins 100 unités Hounsfield. OK? Du liquide simple, ce qu'on va considérer comme acceptable comme densité pour dire que ça doit être du liquide simple, c'est à peu près de moins 10 à 20. Il faut comprendre que les scans sont calibrés généralement de façon quotidienne pour que le 0 soit de l'eau, mais des fois, si on change le kilovoltage, puis le patient, dépendamment de sa taille et tout, ça se peut que, même si on prend de l'eau pure, ça soit pas exactement 0. Donc, on accepte à peu près de moins 10 à 20 pour dire que c'est du liquide simple. Les tissus mous, dont le cerveau, c'est à peu près de 30 à 45 unités Hounsfield. Quand on a du sang ou du liquide protéique, du sang aigu, okay, qui est comme un peu cailloté, ça va devenir plus dense et donc ça va être à peu près de 60 à 90 unités Hounsfield. Ça, on va y revenir, mais par défaut, du sang qui est pas cailloté, c'est à peu près 30 à 45. C'est comme du tissu mou, mais du sang aigu, généralement, ça va former un caillot, puis ce caillot-là va être plus dense. Quand on injecte du contraste, ça va dépendre énormément de la concentration, mais on peut s'attendre environ à 100 à 500 unités Hounsfield. Si, ça, c'est le contraste lui-même d'un vaisseau, par exemple. Mais s'il y a une lésion qui, à la base, est de densité tissulaire, mettons 30 unités Hounsfield, je donne du contraste, ça va pas monter jusqu'à 100 ou 500, ça va être peut-être plus à 60 ou 70. Okay? L'os trabéculaire, peut-être à peu près 300 à 800. L'os cortical, 1000 ou plus. OK? Donc, les signes principaux que je veux couvrir aujourd'hui en scan, c'est infiltration ou ce que d'autres appellent remaniement des graisses. En anglais, on appelle ça fat stranding. Le liquide libre, l'air libre, le saignement, l'occlusion d'un vaisseau, une dissection vasculaire, ce qu'on appelle la dédifférenciation pour le cerveau, puis consolidation versus verre des polypes. J'espère en vous présentant ça. Honnêtement, je pense que si vous comprenez tous ces principes-là, vous allez être capable juste avec ça de reconnaître à peu près une centaine de maladies. Okay? Le plus important, on va commencer dans le vif du sujet, le plus important selon moi, c'est l'infiltration des graisses. Donc, l'infiltration des graisses, on va commencer par des exemples. Donc, ici, on a un jeune patient qui se présente pour douleur, comme tous les autres patients. Et puis, si on descend, ce qu'on voit ici, sans rentrer dans les détails pour chaque pathologie, là, ça ici, c'est le bas fond sécal. Ici, on a une espèce de structure qu'on suit, qu'on remonte, ici, qui est borgne, OK, qui se termine comme ça. Et puis, si on regarde, les parois sont un peu épaissies, mais surtout, moi, ce qui m'accroche, ce qui me fait dire qu'il y a un problème, c'est que la graisse, si vous regardez, mettons, de la graisse ici, qui est dans la fesse, de la graisse sous-cutanée ou de la graisse, mettons, dans le rétropéritoine, elle est noire, elle est homogène, il y a des tout petites lignes à l'intérieur, mais la graisse ici autour, elle est comme plus sale, on dirait. Hein? Ça s'approche pas tout à fait, on n'est pas rendu à être comme du liquide pur qui fait comme une espèce de flaque, là, mais la graisse, elle a l'air remaniée, elle a l'air sale, infiltrée. En anglais, on dit stranding, je trouve ça un meilleur mot. Il y a comme, c'est un petit peu réticulaire, filamenteux dedans. Et donc, la graisse ici, c'est un signe pour moi qu'il y a quelque chose qui se passe, quelque chose de malade.
OK? Et puis, si on regarde derrière ici, ça, c'est une structure linéaire qui est épaissie par rapport à la petite ligne qu'on voit de l'autre côté. Ça, ici, ça représente un mélange de deux choses. Là. D'abord, c'est le fascia latéroconal que vous allez apprendre éventuellement, ou si vous ne connaissez pas déjà, et le péritoine. Donc, ici, j'ai un épaississement fascial et péritonéal. J'ai une infiltration des graisses. Ça donne en plus que l'appendice, il est gros, ses parois sont épaissies. Donc ici, j'ai tous les critères diagnostiques pour une appendicite aiguë, en l'occurrence, qui n'est pas compliqué si j'ai pas d'abcès, j'ai pas d'arlève. OK? Même chose en coronale ici, même chose. Regardez comment la graisse, elle est sale. Comparé à de la graisse ici, mettons, à côté du côlon descendant, la jonction descendant-sigmoïde, là, on a une belle graisse, il y a des vaisseaux dedans, mais la graisse, elle n'est pas floue, elle n'est pas infiltrée, tandis qu'elle l'est ici. Et puis ici, c'est vraiment signe qu'il y a quelque chose qui se passe. OK? On va revenir tantôt. Un autre cas ici, douleur abdominale, c'est comme tous les patients. Donc, même chose, on voit ici le côlon sigmoïde. Hein? Il y a plusieurs diverticules, ces espèces de petites poches d'air que vous voyez, c'est des diverticules. Puis, la graisse ici, elle est sale, hein? Elle est infiltrée, remaniée, peu importe comment vous voulez l'appeler, c'est toute la même chose. Regardez la graisse ici, qui est juste derrière la ligne blanche de l'abdomen, la graisse sous-cutanée. C'est un beau noir homogène, il y a des petites lignes, ça c'est un petit fascia, il y a des petites réticulations dedans qui sont du tissu conjonctif, mais la graisse, généralement, elle est assez noire. Et puis ici, la graisse, elle est infiltrée. OK? Un autre patient, douleur abdominale. On voit une vésicule biliaire ici, qui a des parois extrêmement épaissies. On a une lithiase ici dans la vésicule biliaire qui n'est pas terriblement dense. Mais regardez ici, mettons, si je prends cette graisse ici, et regardez la graisse ici en région de la vésicule. Là, ici, même la graisse, la petite affaire ici de graisse autour de la vésicule biliaire, c'est tout un peu plus blanc. Ça se rapproche de la densité de l'eau. Et pourquoi ça fait ça? C'est parce qu'à la base, la graisse, c'est quoi? C'est juste des lobules de cellules qui sont des adipocytes, qui contiennent majoritairement des lipides, OK? Et ça, des lipides, c'est comme de l'huile, c'est moins dense, c'est à peu près moins 100 unités Hounsfield. Si on prend une densité là-dedans, c'est ça que ça devrait donner. Et puis, quand il y a de l'inflammation ou de l'infection, peu importe, tout ça génère de l'inflammation, là, de l'infection, ça génère de l'inflammation, ça va devenir plus comme la densité de l'eau. Et donc, ça va se rapprocher du 0 Hounsfield. Et donc, ça va devenir plus blanc par scan. Une bonne référence, à peu près, pour vous donner une idée de c'est quoi du liquide simple, c'est de regarder dans le canal spinal quand c'est disponible, là, dépendamment de ce que vous imaginez. Mais généralement, il y a des petites racines nerveuses ici, là, mais généralement, c'est à peu près de cette densité-là, le liquide simple. Le muscle, ça va être à peu près votre référence pour visuellement qu'est-ce qui est tissu mou, c'est du 30 à 45 unités Hounsfield. Quand on donne du contraste, le muscle va augmenter de densité parce que c'est quand même vascularisé le muscle. Mais règle générale, si vous voyez quelque chose, je regarde ici, puis c'est pas tout à fait aussi blanc, c'est pas tout à fait la même densité que ça, c'est un peu moins dense. On voit que ça reste de la graisse, mais c'est quand même plus blanc, si on veut, ou plus gris que le noir de la graisse normale. OK? Donc, ici, c'est une cholécystite aiguë. Puis si on regarde attentivement, on voit ici, c'est le canal cystique. C'est un peu difficile à suivre l'anatomie ici, là, mais le canal cystique vient ici, puis là, pouf, on a une affaire qui est dense. Souvent, les cholélithiases vont être plus denses que ça, vont vraiment être blanches, comme de l'os. Mais ici, ils sont pas toujours aussi denses que ça. Et finalement, ça, c'est une cholécystite aiguë. OK? Donc, l'infiltration des graisses, encore ici, une fois, très important. Un autre cas ici. Donc ici, c'est un petit peu plus intense. On a une phase portale, là, ici. On voit le pancréas comme ça. Puis autour du pancréas, là, ça commence quasiment à être comme du liquide là-dedans. Là. C'est tellement d'infiltration importante. Mais si on regarde ici, on voit encore que c'est pas tout à fait aussi liquidien que ce qu'il y a dans le canal spinal. Tu sais, c'est comme de la graisse qui demeure sale. Mais bon, autour du pancréas, ça commence à être quasiment du liquide. Fait qu'on a un peu un mélange des deux. Ici, c'est pas vraiment du liquide dans le péritoine. On est dans le rétropéritoine. Mais il y a une espèce de dépenchement liquidien autour du pancréas. Le pancréas lui-même, il y a un aspect comme tuméfié, il est gros, puis il y a de l'infiltration importante des graisses au pourtour. Donc, l'infiltration des graisses, quand ça progresse beaucoup, éventuellement, ça peut comme devenir confluent, puis il y a tellement d'inflammation, les capillaires sont tellement perméables, ils laissent sortir de l'eau, que la graisse devient quasiment de la densité de l'eau, et éventuellement même juste avoir tout simplement du liquide libre là, autour du pancréas, plutôt que cette infiltration des graisses-là, qui est un petit peu plus légère, si on veut, qui représente surtout de l'eau entre les septa des lobules graisseux. Donc, c'est dans le tissu conjonctif, si on veut, ici. Okay? Donc, ça, c'est un cas de pancréatite aiguë assez avancé. Un autre exemple ici, on descend, douleur abdominale, évidemment, c'est toujours la même chose. Et puis là,
juste à regarder cette coupe-là avant même d'aller plus bas, je trouve qu'il y a plus, il y a plus de lignes autour de ce rein-là que de ce rein-là. On descend un peu ici, puis regardez comme, c'est un petit peu, j'avoue que c'est subtil ici, mais mettons la graisse ici, elle est juste un peu plus blanche, moins noire et moins homogène que la graisse autour du rein droit ici. Donc ça, déjà, moi, je vois ça, cette infiltration des graisses, je me dis, oups, il y a quelque chose qui se passe. Il y en a qui vont dire le rein pleure. Dr. Prossman au CHU dit ça. Donc, le rein pleure, le rein n'est pas content. Donc, il y a quelque chose qui se passe pour rendre ce rein malheureux, si on veut. Et puis, si on descend comme ça c'est le bassinet ici. On descend, on va suivre l'urtère. Il est ici devant le muscle psoas. Il vient ici croiser les iliaques. Et puis, on descend, puis tout, pouf, on tombe sur une lithiase. OK? Donc, ici, il y a une urolithiase obstructive. Puis, le rein, vous voyez, dans le coronal, on a l'impression, si on regarde la graisse ici, elle est plutôt homogène, à peu près similaire à la graisse là. Mais la graisse, toute cette graisse-là ici, tout ça, ça a l'air un peu infiltré. Ici, c'est moins bien visible. Une chose qu'il faut, pour différencier, là, juste vous montrer, ça c'est important. Chez les patients qui ont des néphropathies médicales de toute cause, là, néphropathie diabétique, insuffisance rénale, vous allez souvent avoir des petites réticulations comme ça. Mais vous voyez que c'est pas vraiment aussi flou que ça. C'est plus des lignes bien définies. On pourrait dire que c'est comme des réticulations périrénales, peu importe. Si on a juste ça, c'est pas vraiment une infiltration des graisses ou un remaniement comme on entend par cette graisse-là qui est plus blanche. Mais ça ici, c'est plus signe juste d'une néphropathie médicale chronique. Là. Il y en a de l'autre côté aussi. Ça, il faut pas le confondre pour un signe inflammatoire aigu. Mais ici, cette infiltration des graisses, c'est un signe d'inflammation aiguë. Et donc, c'est important de prêter attention. Vous allez trouver une pathologie aiguë quand vous voyez ça presque toujours. Puis regardez, ça c'est plus subtil, mais ça ici, c'est le fascia pararénal antérieur. Il est épaissi, on ne voit pas de l'autre côté. OK? Même chose ici, on voit c'est plus comme une ligne. À un moment donné, vous allez apprendre tous vos fascias, là, puis vous allez voir que il y a un épaississement du fascia ici qu'on n'a pas de l'autre côté. Donc, ça aussi, c'est un autre argument. Quand il y a un épaississement du fascia, pas juste ces petites réticulations périrénales qui, ça, sont chroniques, puis qu'on voit ça chez beaucoup de patients âgés, mais cet épaississement-là du fascia pararénal antérieur, l'infiltration des graisses me dit que c'est sûr que je vais trouver une pathologie aiguë. Si je trouve pas de lithiase, il faut que je soupçonne une pyélonéphrite, il faut que je soupçonne autre chose. OK? Donc, on va juste continuer. Ici, c'est un cas que j'ai eu sur la garde récemment. Donc, on voit ici que ça, c'est le rectum. Là, on arrive à l'anus ici. On remonte, le patient se présentait pour douleur abdominale. Et vous voyez que ça, c'est un rectum qui a une paroi absolument épaissie de façon significative. Ça, ici, c'est une paroi digestive avec une paroi qui est à peine l'épaisseur d'une feuille de papier. C'est normal. Ici, la paroi est très épaissie, mais regardez toute l'infiltration des graisses au pourtour. Ça, c'est de la graisse normale. Ça, c'est de la graisse infiltrée. OK? Puis regardez autour ici, ça, c'est ce qu'on appelle le fascia mésorectal. OK? Et c'est autour du rectum. Il est fortement épaissi. Il devrait être à peine perceptible comme une toute petite ligne fine, peut-être comme ça ici. Mais on voit vraiment que là, il est fortement épaissi. Si on regarde en coronal, vous voyez, ça, c'est comme le fascia autour du sigmoïde. Ce qu'on appelle le mésosigmoïde. Puis si on a le fascia mésorectal, c'est pas important de connaître nécessairement tous les termes, mais juste vous montrer que c'est très épaissi, puis il y a une infiltration importante prononcée des graisses. Regardez la graisse ici comme elle est plus blanche que la graisse ailleurs. Et puis, si on regarde en sagittal, même chose. On voit une importante infiltration des graisses. Si les vaisseaux sont gros, ça, c'est un autre signe d'inflammation. Hein. Il y a un recrutement vasculaire. Les fascias, ici, sont épaissis. Donc, on a deux signes ici qu'il y a une pathologie aiguë. Ça, c'est signe d'inflammation. Puis là, si on arrive, mettons, si on remonte ici comme ça, pardon, je vais juste revenir. Si on remonte comme ça, on tombe sur du côlon sigmoïdien qui est normal ici. Donc, on voit vraiment épaissi, pas épaissi. On voit bien la transition. Et puis, ça s'avère, c'est exactement ça qu'ils ont vu à la coloscopie par la suite aussi. Là, on n'a pas trouvé déjà de cause. Ils ont fait une sorte de panneau infectieux. Mais bref, ça ne dérange pas le diagnostic. Ici, c'est une rectosigmoïdite, mais c'est surtout les principes que je veux que vous remarquiez, que l'infiltration des graisses, c'est vraiment un des signes les plus importants. Donc, ça ici, c'est une coupe statique là, du cas qu'on vient de voir. Si on fait juste regarder, je vous ai zoomé. Donc, ici, autour du foie, finalement, je ne vous ai pas montré, là, mais ça, c'est du liquide libre. OK? Vous voyez quand c'est plus confluent, c'est plus blanc. Si on regarde, mettons, c'est quasiment la densité du muscle, mais un peu moins dense peut-être. OK? Donc, ça, c'est du liquide libre. Ça forme vraiment comme une espèce de flaque, là, un amas de densité liquidienne. Puis, on voit pas de graisse à travers. Là. Dans cette région-là, c'est juste du liquide. Tandis qu'ici, on voit des petits picots noirs. Là. Ça a l'air vraiment de la graisse, mais sale, puis versus l'épaississement du fascia.
Donc, je vous ai fait un petit schéma. Je sais pas si ça sort bien, mais je vais vous envoyer le truc, là. Ça, c'est de la graisse normale, OK? Admettons, ici, j'ai dessiné un petit fascia. Il y a des petites réticulations, des petites lignes dans la graisse. C'est normal, c'est du tissu conjonctif qui soutient les adipocytes. Ici, c'est ce qu'on appelle l'infiltration des graisses. Donc, il y a plus de lignes. C'est un peu flou, tu sais, il y a du blanc flou, mais je vois à travers que ça demeure de densité graisseuse, OK? Puis, ici, c'est un épaississement d'un fascia ou d'un péritoine. Ça, c'est clair, net, précis, c'est bien délimité. Puis, le liquide libre ici qui va s'accumuler vraiment comme une flaque, si on veut, ça va être blanc, ça va être blanc de densité liquidienne ou gris de densité liquidienne, comme vous voulez, mais on voit pas de graisse à travers. Donc, honnêtement, ces trois signes-là ensemble, ça va vous permettre d'identifier presque toutes les pathologies aiguës de l'abdomen. Parce que, à part peut-être l'occlusion qui se manifeste juste par une dilatation de l'intestin, là, toutes les autres hits, les appendicites, diverticulites, sigmoïdites, pyélonéphrite, tout ça, ça va toujours se manifester par un ou une combinaison de ces signes-là. Le plus fréquemment, l'infiltration des graisses, pour moi, c'est le signe le plus important. Puis l'infiltration des graisses, comme je vous ai dit, c'est les capillaires qui deviennent plus perméables à cause de l'inflammation et ils vont sortir de l'eau de leurs capillaires et ça va aller dans les septa de tissu conjonctif de la graisse. Et donc ça, c'est super important parce que on peut voir ça avec l'inflammation, genre une maladie auto-immune, on peut voir ça avec de l'infection aiguë ou chronique, ou aiguë sur chronique, peu importe. Des fois, il y a des tumeurs aussi. Tu sais, c'est une tumeur qui est purement isolée à la muqueuse, vous n'allez pas voir ça. Mais si c'est une tumeur qui commence à sortir de la musculeuse, par exemple, du tractus digestif, elle va faire une réaction locale. Tu sais, le corps va essayer de combattre un peu la tumeur. Il va avoir de l'inflammation et ça va causer une infiltration des graisses. Moins fréquemment, au lieu d'être de l'eau qui est là-dedans, comme de l'eau inflammatoire, si on veut, ça pourrait être du sang ou de la tumeur elle-même qui donne cette apparence-là. Mais généralement, c'est de l'inflammation qui est non spécifique, mais où l'inflammation va vous aider à dire c'est quoi le diagnostic. Je vais juste revenir sur le cas ici, juste pour vous montrer vraiment la distinction avec le liquide libre, là. Si on remonte ici. Donc, c'est le liquide libre ici périhépatique. Vous voyez comme le foie ici, puis ça, c'est juste du liquide. On ne voit pas du tout de densité graisseuse. Donc, cette infiltration des graisses-là, c'est un signe extrêmement important qui va vous être utile à la fois pour détecter des pathologies dans l'abdomen, mais aussi le thorax. N'importe où il y a de la graisse, ce signe-là va être très utile. Fait que dans le thorax, si c'est le médiastin, puis il y a de l'infiltration des graisses, il faut penser à une médiastinite. S'il y a de l'infiltration autour de l'œsophage, puis l'œsophage est épaissi, on peut penser à une œsophagite. C'est rare que ça va être assez sévère pour qu'on le voit, mais s'il y a de l'infiltration dans les graisses dans le cou, ben là, dépendamment d'où que ça va être, si c'est les graisses autour des amygdales qui sont inflammées, qui ont de l'infiltration, ben là, on va dire que c'est peut-être une amygdalite. Donc, c'est super important ce signe-là. C'est pour ça que je m'y attarde de façon assez extensive. L'épaississement de la paroi digestive, je ne vais pas vous en parler parce que c'est un sujet quand même compliqué qu'on peut faire un cours au complet. Mais juste savoir, il y a un tutoriel très, très bien fait sur Radiology Assistant. Là, je vous ai montré des cas qui avaient des épaississements des parois, appendicites, rectosigmoïdites, etc. Mais dépendant du patron qu'on va voir, d'autres facteurs, on va être capable actuellement d'offrir un diagnostic différentiel plus raisonnable et plus limité. Donc, je vous invite à aller le revoir éventuellement, surtout peut-être quand vous faites votre stage d'abdomen. Le liquide libre, on en a parlé. Ici, je vous montre un examen où c'est plus marqué. Hein. Ici, il y a énormément de liquide. Vous voyez, tantôt, les cas, il n'y avait pas autant de liquide que ça dans l'abdomen, même quand il y a des pathologies inflammatoires. Ici, finalement, quand on regarde le péritoine, bon, c'est un peu dur à voir, mais le péritoine est rehaussant, il est épaissi. Finalement, ici, c'est un cancer primaire du péritoine, là. Mais l'important, c'est juste de vous montrer que ça, c'est du liquide libre intrapéritonéal. Vous voyez le mésentère qui est rétropéritonéal, hein, qui vient comme donner les anses intestinales ici, puis vous voyez que le liquide va toujours rester antérieur aux structures rétropéritonéales, comme le côlon descendant ici, par exemple. Il va toujours être antérieur aux reins, parce que c'est des structures qui sont rétropéritonéales. Donc ici, on voit beaucoup, beaucoup de liquide libre. Puis quand on regarde la densité à peu près par rapport à ce qu'on voit dans le canal spinal, c'est pas mal la même densité, hein. C'est moins dense que la musculature. Donc ça, si on prend une densité là-dedans, vous pourrez faire avec l'outil sur le PAC, ça devrait vous donner entre moins 10 et 20. Puis ça va vous confirmer que c'est du liquide simple et c'est pas du sang. D'accord? Juste un petit pitfall. Si vous remontez plus haut, là, c'est dur à voir, là, mais en scrollant, on voit que quand on est encore en dorsale, là, il y a la moelle au centre. Donc, la moelle est quasiment plus de densité des tissus mous comme la musculature. Mais quand on descend, on a juste des tout petites racines de la queue de cheval. Quand on est rendu en lombaire, là, à ce moment-là, c'est pas mal juste du liquide qu'il y a dans le sac thécal. Et donc, c'est une bonne référence pour voir à peu près si c'est dedans visuellement, là, parce qu'on peut prendre la densité, mais juste visuellement, on voit que c'est du liquide de densité simple. D'accord? Donc, même chose ici pour le thorax.
Hein, c'est la même chose. Donc là, on a du liquide dans le thorax. C'est du liquide libre. C'est la même chose que dans l'abdomen. Dans l'abdomen, on appelle ça de l'acide. Dans le thorax, on appelle ça des épanchements pleuraux. OK, vous en voyez des deux côtés d'éclive. Juste vous montrer, tu sais, des fois, on a un petit niveau ici, ça forme une espèce de ménisque. Ça, c'est une autre caractéristique. Quand il y a du liquide puis de l'air, ça va faire un niveau droit, comme si on a un verre d'eau, tu sais, ça va faire un niveau droit ou un petit ménisque sur le côté. Donc, ça, liquide libre, autant dans l'abdomen que dans le thorax ou même ailleurs dans le corps, c'est un signe à reconnaître. Ça, c'est un cas que j'ai eu sur la garde, juste vous montrer. Pour le scan, le patient, il est couché sur le dos, hein, donc il faut savoir que le liquide va aller déclive. Donc, ça, c'est une coupe coronale. Même si on reconstruit en coronale, il faut toujours se rappeler que le patient, quand on a acquis l'examen, il était sur le dos. Donc, ça, c'est le poumon, si on veut, normal. Puis ça, ici, c'est l'épanchement pleural à droite. L'air libre, un autre signe très important à reconnaître. Il y a des endroits normaux dans le corps où on a le droit d'avoir de l'air. C'est les voies aérodigestives, hein, l'œsophage, le pharynx, dans les voies respiratoires, puis dans les intestins. Okay? C'est les seuls endroits où on devrait avoir de l'air naturellement. Après, tout ce qui n'est pas dans les intestins, tout ce qui n'est pas dans le tractus aérodigestif finalement, ou les voies aérodigestives, il ne devrait pas avoir d'air à ces endroits-là. Donc ici, on voit un cas d'un patient qui se présentait pour douleur abdominale. Si on commence d'en haut, par exemple, on descend, on voit ici du liquide, un peu plus dense quand même hein, que ce qu'il y a dans le canal spinal. Donc, il y a un petit peu de liquide, peut-être un peu de densité intermédiaire, peut-être hémorragique, je ne sais pas. On a ici de l'air qui va déclive, hein, puis anti-déclive, pardon, donc qui est de façon opposée à la gravité, et puis on voit un petit niveau comme ça. La nature aime pas les lignes droites. C'est rare en fait, on devrait jamais avoir des lignes vraiment droite comme ça. Même chose ici. Et puis on descend, finalement, ici, on avait donné du contraste oral. La pathologie, c'est pas le but que je vous montre, mais ici, finalement, on voit un trou juste après ça c'est le pilar ici, juste après, donc il y a un petit trou dans le duodénum, c'est un ulcère duodénal perforé, et le contraste est sorti. Donc ça explique aussi pourquoi le liquide qui est libre dans l'abdomen est plus dense que ce qu'on voit dans le canal spinal ici, mettons si on prend ça comme référence. Ce liquide est plus dense, mais c'est parce qu'il est en partie mélangé avec du contraste de la perforation digestive. Donc ça, c'est une perforation digestive. Vous voyez d'autres bulles d'air ici. Ça, cette graisse ici, c'est le grand épiplombe, mais on voit des petites bulles d'air un peu libres partout. OK? Un autre cas ici. Donc, si on regarde juste ce scan-là, c'est en fenêtre médiastinale, puis on ne choisit pas évidemment les fenêtres pulmonaires, on va manquer qu'il y a un gros pneumothorax ici. OK? Donc, vous voyez, il y a de l'air naturellement dans les poumons, mais l'air ne devient pas aussi noir que dans la trachée. Ça, c'est un autre truc. Là. La référence pour le liquide, je vous ai montré, c'est dans le canal spinal. La référence interne pour l'air, ça devrait être ce qu'il y a dans la trachée, puisqu'en théorie, on a juste de l'air normal. Donc, ça devrait être noir comme ça. Peu importe si vous jouez avec votre fenêtre, ça devrait être le même noir. OK? Ici, on voit de l'air qui est pas dans le poumon. Et donc, ça ici, c'est un pneumothorax. Mais encore une fois, c'est le même signe à reconnaître, c'est de l'air libre. C'est important de jouer avec les fenêtres pour pouvoir identifier l'air libre. Pourquoi? Je vous montre un exemple ici. Ça, c'est un cas aussi de la garde de cette fin de semaine. Si on regarde juste sur cette coupe, c'est toujours difficile, là, mais on a les bases pulmonaires. Là, on coupe les coupoles diaphragmatiques qui sont une espèce de dôme. On le coupe en coupe axiale. Donc, ça donne un peu, on voit partiellement le foie, je vois la base pulmonaire. Ici, honnêtement, j'aurais dit, il n'y a pas grand-chose de particulier. Petite ligne ici qui est probablement juste une espèce d'ostration du côlon qu'on voit à cet endroit-là, mais on change en fenêtre pulmonaire, si on veut, pour mieux voir. Et puis, regardez comment, ça, c'est de la paroi digestive et ce petit croissant-là, ici, c'est de l'air libre. OK? Ça, ici aussi, c'est de la paroi digestive comme ça, et ça, ici, c'est de l'air libre. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est quand même important de le reconnaître puisque ici, c'est une perforation digestive. Même chose ici, on pourrait regarder ça et dire, il n'y a pas grand-chose, une petite ligne ici, c'est peut-être juste de la télectasie, je sais pas, ça ici, bon. Mais il faut reconnaître qu'ici, on a un ménisque. Puis j'ai le foie, j'ai du liquide. Puis ça, c'est probablement la coupole diaphragmatique, finalement. Ça ici, c'est le poumon antérieur à la coupole, le poumon postérieur à la coupole. Le foie, là, je me dis, il y a du liquide intra-abdominal. J'ai une petite ligne comme ça. Donc, si j'ai une petite ligne comme ça avec le liquide, j'ai pas d'interface, j'ai pas de paroi digestive, ça, c'est de l'air libre. On le change en fenêtre pulmonaire et on confirme la petite image de ménisque ici et de l'air libre. OK? Ça ici, c'est un patient, il y a du sang dans les ventricules, c'est pas normal, évidemment. Il y a un drain ventriculaire ici, je vous montre juste une coupe, c'est pas évident. Mais ça, pourquoi je vous montre ce cas-là, c'est que si vous changez pas vos fenêtres, vous allez manquer qu'il y a de l'air dans les ventricules. Ici, c'est normal après avoir installé un drain ventriculaire, mais des fois, il y a des patients qui vont avoir des traumas, par exemple, du massif facial, puis ils vont avoir de l'air intracrânien. Okay? Donc, c'est bien important de jouer avec vos fenêtres. Ça, c'est un autre exemple d'un niveau liquidien. Ici, c'est une pathologie beaucoup plus rare. C'est ce qu'on appelle un kyste dermoïde qui contient des lipides. Puis ce kyste-là a rupturé et le lipide monte aussi dans le cerveau. Fait que ça, c'est un exemple très, très rare, mais pour illustrer le même point,
c'est que quand on a des structures de différentes densités qui sont libres, c'est-à-dire du liquide, des lipides ou de l'air, ben, les structures moins denses vont toujours monter à la surface. Donc, ici, c'est le même un peu exemple que tantôt avec de l'air dans les ventricules, mais ici, ça s'avère être des lipides dans les ventricules en lien avec un kyste dermoïde rupturé. Je vous ai mis le lien vers le cas. Ici, certains patrons vont vous dire la nature a horreur des lignes droites. Donc, c'est juste pour vous illustrer que quand vous avez une ligne droite, il faut penser qu'il y a un niveau de quelque chose. Soit un niveau liquidien, ça peut être du sang en bas puis du sérum en haut. Ça peut être du liquide simple en bas, genre de l'acide puis de l'air. Mais peu importe, quand il y a ces niveaux-là, même les os, habituellement, on dit qu'il y a des lignes droites, mais toutes les os ont des petites courbures, tout ça. Quand vous avez vraiment une ligne droite, c'est pas normal. C'est indicatif d'un niveau, soit liquidien, un niveau entre, tu sais, comme l'hypohémarthrose, qui a du gras et du sang dans l'articulation, ou un niveau hydroaérique. Et puis ça, c'est toujours, ou presque toujours, anormal. Okay? Saignement maintenant. Donc, si c'est un cas d'un patient de trauma, il y a un accident de voiture, je crois. Si vous regardez ici, il y a du liquide abondant autour du foie de la rate. Le but n'est pas d'arriver nécessairement au diagnostic spécifique, mais juste pour vous montrer que, regardez la différence entre la densité ici puis la densité ici de ce liquide. Ici, ça a l'air un peu plus dense. Ici, c'est quasiment la même densité que le muscle, tandis qu'ici, on dirait que c'est un peu moins dense. C'est plus noir que le muscle, si on veut. C'est moins blanc. Donc, il y a quelque chose qui se passe ici. Puis si on regarde attentivement, on voit un aspect un peu feuilleté ici, comme lamellaire, là. Et puis ça, c'est ce qu'on appelle un signe du caillot sentinelle. Donc ça, c'est plus dense. Si vous prenez la densité à l'intérieur, ça devrait vous donner entre 60 et 90 unités Hounsfield, une densité hémorragique. Et finalement, le but n'est pas d'arriver au diagnostic, mais si on descend ici, on voit une petite lacération de la rate, une hypodensité dans la rate, avec un caillot adjacent. Donc, on appelle ça un signe de l'hématome sentinelle. Tu sais, on pourrait avoir juste un kyste dans la rate, mettons, puis ça n'a pas rapport, mais là, quand on a une combinaison de ces deux affaires-là, ben, on va dire lacération splénique avec un hémopéritoine, puis un caillot sentinelle à côté de la rate, puis quand même du liquide libre en quantité abondante dans la cavité abdominale. Regardez, même quand on descend, ça demeure c'est du liquide libre, qui est devant le côlon descendant et latéral. C'est de même densité que le muscle. Puis ça, c'est un scan avec injection. Fait qu'on sait déjà que le muscle lui-même, il doit être plus que 45 unités Hounsfield. Puis ce liquide-là, il est de même densité que ça. Donc, c'est sûr que c'est trop dense. Ça doit être du sang. Ici, peut-être un petit peu intermédiaire, peut-être un peu de sérum, peut-être un peu de sang aussi. C'est dur à dire. Mais probablement, dans l'ensemble, c'est tout un hémopéritoine. Ici, c'est un exemple de saignement, mais dans la tête. Juste pour vous montrer que le sang qui est aigu va être dense. OK? Ça, c'est un scan sans contraste. Je vous montre dans le sinus sagittal supérieur ici. Pardon. Ça, c'est du sang qui est non cailloté. Et si vous prenez une densité ici, ça va être à peu près similaire à la substance blanche. Ça va dépendre de l'hématocrite, mais ça va être à peu près similaire à la substance blanche, peut-être 30 à 45 unités Hounsfield, tandis que ici, c'est du sang cailloté aigu. Pourquoi je vous montre ça? C'est quand même important de noter que si le patient, par exemple, fictif, il saigne comme sur la table, il vient juste de commencer à saigner pendant que vous le scannez, le sang va être de même densité que ça. Donc, quand on voit un sang comme ça ici, c'est du sang aigu cailloté, mais ça fait quand même au moins quelques minutes là, ou des fois quelques heures qu'il est là. Un saignement absolument hyper aigu, là, si on fait juste un scan sans contraste, va pas être hyper dense. OK? Puis avec le temps, après quelques jours, ça va devenir de moins en moins dense. Et puis, ça va éventuellement devenir même de densité liquidienne, souvent parce que s'il reste quelque chose, ça va juste être comme du liquide, puis tout le chou là, des globules rouges et le caillot, la fibrine, les plaquettes, va tout avoir été résorbé, il va juste rester du liquide. Ça, c'est un exemple juste de la garde, d'une coupe sélectionnée. Donc, c'est un patient qui avait déjà de l'acide pour autre raison. Il y a du liquide libre ici, qui est à peu près de densité similaire à ça. Puis, c'est un patient finalement qui a une pancréatite hémorragique sévère. Là. Bref, juste pour vous montrer ça, c'est dur à dire, là, mais il y a l'estomac ici, il y a du liquide là, il y a du liquide là. Et puis, ce liquide, vous voyez des composantes plus denses dedans. J'ai pris les densités juste pour vous montrer. Donc, liquide simple, densité moyenne, ils disent average ici, 13. D'autres liquides plus quasiment intermédiaires, 19. Mais vous voyez qu'il y a des composantes clairement hémorragiques. Ça ici, c'est 65, 88. Donc, on est vraiment dans la plage que je vous avais dit, 60 à 90 pour le saignement aigu. Ici, c'est juste pour vous montrer l'importance du fenêtrage, encore une fois, un cas de garde récent. Donc, c'est 2 scans de patients différents qui venaient pour des causes différentes. Je ne sais pas si c'était genre évalué démence vasculaire. Puis ici, c'était trauma. Puis a priori, on dit, pas grand-chose. Ça ici, c'est probablement des qualifications de la dure mère. Là, c'est pas grand-chose. On voit ça très fréquemment avec l'âge. Mais si on change les fenêtres, ici, on voit que ça reste blanc comme l'os. Puis si on prenait une densité, ça serait très, très haut.
Mais ici, on a changé la fenêtre et c'est pas dense comme de l'os. Puis finalement, en l'occurrence, si on prend la densité, on va voir que c'est à peu près 60 à 90. Donc ça, c'est un petit hématome sous-dural qu'on appelle paraphalciel. Donc, c'est vraiment un saignement, tandis que ici, c'est des calcifications. Mais si on retourne sur l'autre, c'est très difficile de faire la différence. Donc, je vous ai parlé de protocolage que le fenêtrage, ça se faisait après. Ben ici, quand vous allez interpréter vos examens, c'est important de changer puis de sélectionner différentes fenêtres pour regarder vos examens parce que vous allez attraper des petites différences subtiles comme ça qui font quand même une différence importante. Juste pour vous montrer après, ça, c'est en fenêtre osseuse superposée sur le même scan. Ça, c'est vraiment de la calcification de la dure-mère, mais ça, c'est un saignement. OK, donc, ça, c'est ce que je vous ai dit tantôt. Attention, si on fait un scan sans contraste, le sang hyper aigu va rester de densité de tissu mou normale parce que le sang hyper aigu, c'est un mélange de sérum, de globules rouges, d'autres éléments cellulaires, là, de plaquettes, de protéines, etc. C'est à peu près ça, sa densité normale. Quand on a un sang aigu cailloté, donc après quelques minutes ou quelques heures, mais attention, si les patients sont anticoagulés, ils vont peut-être pas faire des caillots aussi rapidement. Donc, ça peut avoir une apparence un peu différente. Mais ce qui arrive, c'est que le caillot va se rétracter un peu comme une éponge. Si on imagine que l'éponge, c'est les éléments cellulaires, les protéines, tout ça, dans le sang, puis à l'intérieur, l'eau, c'est le sérum, bien, le caillot va se rétracter comme ça et l'eau va sortir, le sérum va sortir, puis ce qui va rester, c'est un mélange de plaquettes, globules rouges, protéines, et ça va être plus dense. Ça fait à peu près 60 à 90 unités Hounsfield. Donc, juste faire attention, ça peut être un piège que vous allez voir. Un autre point d'attention, c'est que sur un scan C+, une fois qu'on a injecté, par exemple, c'est plus difficile de dire est-ce que la densité, c'est réellement du sang, parce que c'est possible que ce soit du rehaussement. Tu sais, ce que vous voyez dans le péritoine, que vous pensez qu'il y a du liquide libre, c'est peut-être une grosse tumeur, c'est peut-être de la grosse carcinomatose péritonéale, puis finalement, ça a l'air dense, mais c'est juste parce que ça rehausse cette affaire-là. Donc, si on a un scan qu'on veut rechercher de l'hémorragie, il faut toujours faire un examen sans contraste avant. Dans les différents milieux, règle générale, il faut vraiment faire attention, puis il faut vérifier au cas par cas, mais quand vous avez des protocoles angioscan pour recherche d'hémorragie, il va toujours inclure un scan sans contraste d'emblée. OK? Donc, mais c'est juste important de voir. Même chose si vous cherchez une dissection aortique, on fait toujours un scan sans contraste avant pour voir s'il n'y a pas un hématome dans la paroi de l'aorte. OK? Donc, toujours faire un sans contraste si vous pensez qu'il pourrait avoir du sang. Parce qu'après ça, sinon, vous êtes fourré. Si vous avez déjà injecté de l'iode, vous n'allez pas pouvoir savoir si ce que vous voyez qui est dense, est-ce que c'est spontanément dense comme du sang ou est-ce que c'est juste du rehaussement. Donc, faire bien attention. Un autre signe très important, l'occlusion d'un vaisseau. D'accord? Donc, ici, c'est un patient qui se présentait pour dyspnée. On voit ici, on descend, on est à l'artère pulmonaire, on descend comme ça ici. Et puis, oups, vous voyez qu'il y a des défauts de remplissage. OK? Donc, ça ici, c'est des défauts de remplissage. Vous voyez, quand on le voit comme ça va dépendre dans quel plan on le regarde, là. Mais imaginez-vous que ça, c'est le caillot qui est à une bifurcation. Il pendouille, si on veut, sur une bifurcation, puis il y a deux composantes qui flottent dans la lumière comme ça. C'est non occlusif, c'est partiellement occlusif ici. Et puis, ça flotte dans la lumière. Et puis, on voit ici, comme en axial, une espèce de petit portion hypodense non rehaussante, donc un défaut de remplissage, puis le contraste autour. Okay? Si on fait un examen sans contraste, ici, on ne le verra pas parce que le caillot puis le sang non contrasté vont être à peu près de la même densité. Un truc qu'on donne des fois pour dire est-ce que c'est vraiment de l'embolie pulmonaire ou c'est juste un artefact de flot. Là, je vous ai pas mis d'examen d'artefact de flot, mais des fois, c'est juste le sang mélangé dans l'oreillette avec du sang non opacifié. Tout ça, ça peut donner des images un peu bizarres. Mais généralement, ça devrait être de densité égale ou moindre aux muscles. Okay? Donc, si vous voyez quelque chose qui demeure, tu sais, c'est comme cette densité-là, mais c'est pas aussi dense que ça ici dans l'oreillette, ben ça sera pas du caillot, ça va juste être du sang mal opacifié. Mais quand vous voyez une espèce d'affaire linéaire comme ça, puis c'est à peu près de densité similaire au muscle ou même un peu moins dense que le muscle ici, je dirais, ben à ce moment-là, c'est généralement une embolie pulmonaire aiguë. Ici, c'est un autre cas. Je vous invite à garder en tête ce cas-là ici, donc qui venait pour symptômes d'AVC sylvien. D'abord, ça ici, c'est ce qu'on appelle les rubans insulaires. On va revenir sur ce signe-là, mais on voit le cortex ici, puis ici, on dirait que le cortex est moins dense. Hein? On n'arrive pas à différencier bien le cortex de la substance blanche. Et puis, si on descend encore, ça a l'air un petit peu plus dense hein, ici. Donc ça, ici, c'est le signe de l'artère hyperdense. C'est un signe d'AVC ischémique aigu. Mais à ce moment-là, on soupçonne, on a cette affaire-là dense. Des fois, c'est difficile à dire, c'est juste des petites calcifications, tout ça. Mais si on a ça, puis en plus, ici, on a ce qu'on appelle une perte de la différenciation cortico-corticale ou une dédifférenciation. Plus ça, on fait l'angioscan. Ouais, ici, c'est des coupes minces. Hein? Il y a beaucoup d'images. Si je veux tout regarder, là, c'est long, je suis mes vaisseaux, tout ça.
tandis que, j'arrive ici, je vois plus rien. Mais tu sais, si on dirait je vois plus rien à droite non plus, mais si je cours, je vois. Donc, ici, c'est un MIP. Juste vous montrer à quel point le MIP, ça peut être utile. J'ai beaucoup moins de coupe. Puis là, je regarde, c'est beaucoup plus facile d'identifier qu'ici, il y a une occlusion. Puis regardez, tout ça ici, il y a une oligémie, là, il n'y a pas de vaisseau quasiment, tandis qu'ici, c'est un aspect normal. Donc ici, c'est une occlusion de la branche cérébrale moyenne gauche dans son segment M1. Le patient est allé par la suite, je vous ai fait des reconstructions 3D, là, juste pour vous montrer. Donc ça, c'est une autre chose qu'on peut faire. On voit que c'est amputé ici, hein, il n'y a pas rien qui passe. Juste vous montrer aussi sur la phase artérielle. Regardez ici, c'est un peu dur à dire, vous allez dire que j'hallucine, là, mais on dirait que ça fait une espèce d'image de coupole dans ce sens-là. Okay? Une espèce de coupole, puis le sang arrive. Des fois, vous allez voir la coupole, mais dans l'autre sens. Quand on a une coupole dans ce sens-là du sang, habituellement, c'est comme une espèce de boule qui est venue se loger dans le vaisseau. Donc, vous pouvez imaginer que la boule de Caillot, il va y avoir une image cupulaire là, de l'autre bord. Donc, ici, c'est un petit peu dur à vous illustrer, là, mais on voit que ça fait cette image de cupule comme ça. Ça, c'est généralement signe d'une occlusion embolique aiguë. Tandis que si c'était dans l'autre sens, dans un vaisseau, mettons, de la jambe, chez un patient qui est maladie vasculaire sévère, mais ça pourrait être signe dans l'autre sens d'une occlusion plus chronique. Mais bon, ça, c'est des signes plus subtils. Je vous montre un petit peu juste pour le fun, mais le patient est allé en angiographie cérébrale. On voit qu'ici, ça se pacifie, là, ça se pacifie pas. Ils mettent ici, on voit les petites pattes ici d'un stent retriever. Donc, ils sont allés chercher le caillot et après, il a pacifié et pouf, le contraste se rend. Un autre exemple ici, une patiente qui se présentait pour je ne sais pas trop quoi, douleur abdominale. Ça ici, c'est l'aorte qui se bifurque en les iliaques. La veine cave inférieure, on remonte. Regardez comment il y a un défaut de remplissage. C'est vraiment une boule au milieu. Donc, on a du caillot ici. Ça pourrait être une tumeur à rigueur, mais ici, c'est très hypodense, là. Puis, on dit, oups, il y a du caillot dans la veine cave inférieure. Mais attention, quand on regarde ici, il y a de l'infiltration des graisses. Okay? Donc, n'importe quand vous voyez une infiltration des graisses, n'importe où dans le corps, faut s'arrêter puis regarder attentivement qu'est-ce qui se passe. Puis là, on regarde, on a une anse intestinale épaissie, on descend comme ça, on a du liquide libre, hein? Donc c'est des signes qu'on a déjà vus plus tôt. On fait un petit peu de révision. On remonte du liquide libre encore, de l'infiltration des graisses. Là, je me dis, oups, y a-t-il une cause vasculaire? Parce que je vois pas d'occlusion mécanique. Là, je ne sais pas vraiment dilater, c'est surtout un épaississement des parois, une infiltration des graisses. Je me soupçonne, est-ce qu'il peut y avoir une occlusion vasculaire pour expliquer une espèce de congestion veineuse? Et effectivement, on voit par exemple si la veine porte, on descend. Ici, c'est la veine mésentérique supérieure. Il y a du caillot dedans. Donc, vous voyez une branche ici de la veine mésentérique supérieure qui n'a pas de caillot, une branche qui a du caillot. OK? Donc, ici, on voit bien l'espèce de défaut de remplissage en forme de boule. OK? Ça, c'est ceux qui ne croyaient pas, c'est l'ischémie mésentérique à la chirurgie. Donc, je vous ai fait des petits graphiques ici pour vous montrer c'est quoi la normale et pas normale. Donc, le vaisseau normal se pacifie de façon uniforme. Idéalement, avec une bonne dose de contraste, un examen bien réussi, on va avoir un vaisseau qui ressemble à ça. Si on a un thrombus ou une thromboembolie, peu importe, ça va donner une espèce de boule souvent comme ça. Un thrombus aigu, ça va être une espèce de boule endoluminale. Fréquemment, c'est pas complètement occlusif. Si c'est complètement occlusif, ça va nous donner une espèce d'image comme ça d'occlusion abrupte, soit une cupule dans ce sens-là, soit la cupule dans l'autre sens. C'est ça que j'essaie de vous expliquer tantôt. Ça, généralement, un peu plus aigu. Si c'est dans l'autre sens, un peu plus chronique, mais souvent pour des petits vaisseaux, on ne sera pas capable de faire la distinction, puis c'est pas vraiment toujours pertinent de toute façon. Ici, c'est une image soit de sténose, qui peut être athérosclérotique, ou ça peut être même de compression extrinsèque par une masse, ça peut être plein de choses, ou du thrombus chronique. Donc ça, au début, va flotter un peu dans la lumière, va peut-être être accolé à la paroi, puis si finalement ça se résout, puis le patient survit, par exemple, là, ben, ça va souvent s'intégrer dans la paroi comme ça, puis ça va juste causer un petit épaississement de la paroi. Des fois, ça va se calcifier. Donc ça, on peut pas vraiment nécessairement faire la différence. Et ça, c'est l'artefact de flow que je vous mentionnais plus tôt. Des fois, vous allez avoir comme juste un espèce de dégradé. C'est pas super beau, mais vous voyez pas aucun de ces signes-là. Mais c'est plus probablement juste un artefact. C'est probablement pas une réelle occlusion vasculaire ou subocclusion vasculaire. Ici, c'est un examen où on montre une bifurcation normale d'un vaisseau. Je vous ai fait des petits exemples ici d'une occlusion de branche. Puis ça, c'est super important parce que si on regarde juste, mettons, les structures qui sont là, on pourrait se faire passer ça. Donc, c'est important que vous connaissiez bien votre anatomie puis qu'est-ce qui est normal parce que sinon, vous allez vous faire passer des occlusions comme ça de branches vasculaires. Un des exemples fréquents classiques, c'est la cérébrale moyenne qui va faire soit une bifurcation ou une trifurcation. Mais chez les patients qui ont une trifurcation, on peut avoir une branche complètement occluse à son origine par un caillot. Puis, si on n'est pas attentif à ça, on va la manquer.
parce qu'on va pas voir qu'il manque soudainement une branche. On va juste dire, je vois pas de boule, je vois pas d'occlusion abrupte. L'occlusion, elle est là, mais elle a une branche. Donc ça, si j'ai mis des astérisques parce que c'est vraiment un pitfall fréquent, il faut regarder très, très attentivement les examens pour éviter ces occlusions de branches-là. Ça, c'est un dessin que j'ai fait pour montrer c'est quoi une embolie en selle. C'est un peu ça l'examen tantôt d'embolie pulmonaire qu'on avait. Okay. Dissection vasculaire. C'est un patient ici qui se présente avec douleur thoracique. L'aorte ascendante, c'est artefacté par du mouvement. Il y a une variante anatomique ici d'une artère sous-clavière droite aberrante. C'est pas vraiment important. Mais ce que je vais vous montrer ici, c'est que on voit une espèce de flap ici. Ça, c'est l'intima dans le vaisseau. Et ça, c'est une dissection aortique. Okay. On voit même, pourquoi je vous montrer aussi, les calcifications de la paroi vasculaire quand c'est de l'athérosclérose, la maladie de base, elles vont être dans l'intima. Des fois un peu dans le média, mais surtout dans l'intima. Et puis, c'est pour ça qu'on sait qu'ici, c'est vraiment de l'intima qui est soulevé. Et on a une vraie lumière et une fausse lumière ici. Donc ça, c'est vraiment la paroi qui a disséqué. Je vous montre une illustration de Radiopédia. Donc ici, c'est un vaisseau normal, coupe axiale à travers. On voit qu'on a les 3 couches normales d'une paroi vasculaire, l'intima, la média, l'adventice. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on a une dissection vasculaire? Il y a une déchirure intimale qui permet au sang d'entrer. Le sang va en sous-intimal, va être soit dans la média, généralement va disséquer dans la média, qui est souvent une couche épaisse pour les artères. Ça continue à rentrer comme ça. À chaque battement cardiaque, il y a un petit peu plus de sang qui rentre. Et puis, ça va soulever la paroi, soulever comme ça. Et puis, éventuellement, ça peut faire une occlusion d'une branche artérielle ici comme ça. Puis, ça peut redéchirer et donc permettre une perméabilité maintenue de ce vaisseau malgré la dissection. Puis ensuite, vous avez l'illustration ici avec c'est quoi la vraie lumière, la fausse lumière, le flap intimal, puis la déchirure d'entrée. Okay? Donc ça, c'est un cas que j'ai eu sur la garde récemment. Se présentait pour AVC. On n'allait pas faire le thorax, mais finalement, elle a peut-être des douleurs au thorax, c'est pas clair. Et finalement, on fait ça ici. C'est un peu le même principe. On voit une grosse déchirure intimale ici, comme ça. Une énorme fausse lumière. Vous voyez, la fausse lumière, elle est moins bien pacifiée généralement parce qu'elle est soit partiellement thrombosée, le sang circule moins bien à l'intérieur. Donc, ici, on voit que c'est vraiment une section aortique qu'on dit de type A. Et puis, ça, c'est la vraie lumière qui est toute basculée de même. Vous pouvez imaginer que c'est dynamique quand on acquiert l'examen à un moment donné, mais en réalité, c'est un examen dynamique. Et puis, le flap intimal peut bouger quand on fait l'angiographie. On va voir que ça flotte un peu comme ça dans le vent. C'est pour ça que ça explique l'apparence bizarre. Puis ici, c'est moins pacifié. Même chose, on est rendu à l'aorte descendante. Vous voyez que la fausse lumière qui est probablement partiellement thrombosée, puis la vraie lumière ici qui demeure perméable. Si on remonte plus haut, même chose dans les vaisseaux du cou, donc on a les 2 carotides communes. On voit la vraie lumière puis la fausse lumière qui est soit partiellement thrombosée ou qui a du flux lent. On peut pas faire nécessairement la distinction sur cet examen. Et puis même ici, la sous-clavière gauche, même chose. Sous-clavière droite, on arrive difficilement à voir. Ça, c'est une reconstruction MIP qui vous montre bien où est-ce que il y a la déchirure intimale avec les calcifications ici comme ça. Et puis, ça remonte ici le contraste, mais on voit ici qu'il y a un épaississement avec de la densité tissulaire ou sanguine, peu importe. Mais ça, ici, c'est la fausse lumière qui se prolonge dans les carotides. Okay. Un autre examen ici, juste pour vous montrer, des fois, les dissections, là, pour l'aorte, c'est plus facile, c'est un gros vaisseau, on voit bien, mais quand c'est des plus petits vaisseaux, ça sera pas nécessairement aussi évident. Ceci, c'est un patient qui se présentait avec une douleur au cou et possiblement des symptômes ischémiques à gauche. Et puis, si vous regardez ici, ça, on va pas tout revoir l'anatomie, mais ça, c'est l'entrée des carotides dans la base du crâne. Ça, c'est la carotide droite qui est d'aspect normal. Puis la carotide gauche, elle est plus grosse. Puis regardez, il y a une portion comme ça. En fait, compte, c'est la vraie lumière. Ça, c'est la fausse lumière. C'est spontanément dense. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une dissection vasculaire, mais le sang qui est allé dans la fausse lumière s'est thrombosé. Et puis, comme je vous expliquais, l'analogie de l'éponge là est devenue plus dense. Donc ça, ici, c'est la densité accrue. C'est ce qu'on appelle un hématome intramural, finalement. Donc, c'est suite à une dissection de la carotide gauche. Et puis, si on a ici un angioscan, je crois, pour vous montrer la preuve, là, ça donne un peu cette image-là. Vous voyez que la carotide droite, elle est normale. Il n'y a pas de densité tissulaire autour, tandis qu'ici, on a une densité un peu comme de tissu mou qui engaine cette carotide interne dont la lumière est rétrécie. Et puis ici, c'est un peu la même image qu'on voyait tantôt. Tout ça ici, cette espèce de forme de croissant-là, c'est de la thrombose dans la fausse lumière. Okay? Donc, c'est une dissection carotidienne. Donc, il y a des variances d'apparence des dissections vasculaires dépendamment des organes qu'on image. Un autre exemple ici, ça ici, c'est un patient, ça c'est le tronc cœliaque. Il y avait déjà une dilatation un peu anévrismale du tronc cœliaque. Ça peut être dû à plusieurs causes. Mais vous voyez un peu une image linéaire comme ça au milieu de l'artère.
C'est pas aussi beau qu'une cas de dissection aortique où on arrive à le suivre sur tout le long, mais ça représente une dissection de l'artère cœliaque. Puis on regarde ici à son origine sur l'aorte, on le suit en coronale, puis on arrive ici, on a une petite image linéaire, on a une autre petite image linéaire comme ça. Bon, ça pourrait être d'autres choses, mais ici, ça s'avère que c'est une dissection. Ça ici, c'est un examen aussi de la garde. Ça ici, on pourrait tenter de dire, coudonc, c'est une dissection, tu sais, je vois un peu une image similaire, c'est une fausse lumière, mais finalement, regardez, on voit cette image, tu sais, comme un rond de même, on voit une autre espèce d'image de croissant ici, mais qui est pas complètement bien définie, puis on voit la même espèce d'image de croissant de l'autre bord, puis l'artère pulmonaire, on voit aussi une espèce d'image de croissant, ici, c'est un peu bizarre. Donc, je reconstruis en coronale, puis on voit que ici, c'est juste un artefact de mouvement, finalement. Le vaisseau en haut, il est normal. Le vaisseau en bas, il est normal. Mais ici, on voit qu'il y a un mouvement. Tu sais, on a même une ligne ici, on a une ligne là. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. Le patient, soit c'est les battements cardiaques qui ont fait vibrer le cœur, soit c'est le patient qui a respiré. Mais ici, c'est vraiment juste un artefact. OK? Donc, je vous ai fait une petite image. Là. J'ai fait ça sur la garde. Je m'excuse, hein, c'est un petit peu comme frontal et délirieux là, parce que j'ai fait des conneries. Mais je vous ai fait une image de Johnny la dissection. On a ici la vraie lumière, comme ça. Ici, la fausse lumière. On a souvent, tu sais, la fausse lumière va souvent avoir cette espèce de signe qu'on appelle du bec de perroquet ou peu importe. Là. Tu sais, les angles de raccordement vont être aigus. Ça va être souvent moins rehaussé que la vraie lumière. La fausse lumière peut être plus grosse que la vraie lumière. C'est pas toujours facile à dire, mais ici, c'est un peu une illustration typique d'une dissection vasculaire. Puis ici, c'est un artefact. Ici, il y a juste une vraie lumière, mais vous voyez que c'est comme flou tout le tour du vaisseau parce que le vaisseau a bougé. C'est pas vraiment la même image. Donc, c'est juste à faire attention. Faut pas manquer des dissections, mais faut pas en overcall non plus. Je vous ai montré des différents types d'anévrismes ici. Donc, un vaisseau sain, un anévrisme saculaire, un anévrisme fusiforme. Ça, c'est ce qu'on appelle des anévrismes vrais. Le vaisseau contient encore les trois parois, intima, media et adventice. Ici, l'anévrisme disséquant, bon, c'est des patients qui peuvent déjà avoir des anévrismes qui vont disséquer ou ils peuvent avoir une espèce de dilatation sur un vaisseau normal qui a disséqué. Ça, c'est peut-être moins important, l'anévrisme disséquant, mais ce que je veux attirer votre attention, ce qui est super important, c'est le concept de pseudo-anévrisme ou faux anévrisme. Ça, c'est une espèce de mauvais terme, là. Dans le fond, c'est une rupture contenue du vaisseau. Donc, le sang a rupturé, le vaisseau a rupturé, l'intima, la média au moins ont rupturé. Et puis, soit il reste juste l'adventice autour, soit c'est les tissus conjonctifs autour, genre la graisse et tout ça qui contiennent. Mais ça, c'est un vaisseau qui a éclaté essentiellement, là. Donc, ça peut être vu, c'est un patient qui a une pancréatite sévère, puis les enzymes protéolytiques vont détruire les artères avoisinantes, puis là, on va avoir un vaisseau avec une espèce de boule de sang. Si on donne du contraste, souvent, on va voir que le contraste, il va opacifier cette cavité-là. Souvent, il va y avoir de l'infiltration des graisses autour, du liquide libre, de l'hémopéritoine, peu importe. Mais ça, c'est important de reconnaître. Souvent, la forme n'est pas la même. On a souvent un petit collet. Souvent, c'est des formes irrégulières ici pour les pseudo-anévrismes. Mais ça, c'est un concept qui est peut-être pas abordé nécessairement dans le cours de médecine ou plutôt dans la résidence, là. Mais c'est super important en radiologie de reconnaître ces choses-là. Je vous montre un exemple ici. C'est un patient qui a eu une ponction fémorale pour une angioplastie coronarienne. On monte ici comme ça. On a les deux iliaques ici. Iliaque interne, externe. On suit l'iliaque externe. Et puis, on a ici un petit collet et puis un espèce de gros champignon de contraste qui se remplit. Et puis, vous voyez que c'est comme une boule irrégulière comme ça. Là, ici, c'est du sang autour. C'est pas vraiment dans le péritoine. En fait, ça, c'est pré-péritonéal ou extra-péritonéal autour de la vessie. Et puis, il y a de l'infiltration des graisses autour. Vous voyez comme toute cette graisse-là est un petit peu plus infiltrée que de l'autre bord. Donc ici, ça s'avère être un pseudo-anévrisme. Généralement, quand on ponctionne l'artère fémorale, on va la ponctionner juste au-dessus du centre de la tête fémorale. Souvent, les cardiologues, quand ils sont pressés, ils vont pas ponctionner sous écho, donc ils peuvent ponctionner un peu plus haut. Vous voyez, on est trop haut ici, on n'aurait pas dû mettre l'aiguille à ce niveau-là. Et puis là, c'est une cause de quand on ponctionne l'artère iliaque externe, plutôt que de ponctionner l'artère fémorale commune, on a plus de pseudo-anévrisme. Donc ça, c'est un exemple classique de ça. Vous voyez les reconstructions ici 3D, le vaisseau lisse, un petit collet, puis une espèce de sac anévrismal irrégulier. On arrive vers la fin. Dédifférenciation cortico-corticale. C'est le cas que je vous ai montré tantôt. Je concède, c'est pas le plus beau cas, mais ici, on voit le ruban insulaire qui est du cortex, qui est un peu plus dense que la substance blanche juste en dessous. Ici, on n'arrive pas à bien différencier un petit cortex comme ça. Et donc, ça ici, est la perte de différenciation cortico-corticale. Je vous ai fait ici une représentation graphique du ruban insulaire, parce que c'est là qu'il va souvent être affecté, c'est cette région qui va être souvent affectée
dans les AVC de la cérébrale moyenne qui sont les plus fréquents. Donc ici, tout le monde est heureux, c'est le party neuronal. Ensuite, qu'est-ce qui arrive quand on a de l'ischémie précoce? Le cortex va souffrir plus. Donc, Madame Substance Grise est en dépression majeure. Monsieur Substance Blanche est triste aussi, mais cache ses émotions. La substance blanche va souvent être un peu moins dense aussi, mais pas aussi marquée. Donc, ce qu'on remarque d'abord, c'est pas tant qu'il y a une hypodensité, mais on va surtout remarquer qu'il y a une perte de la différenciation, tandis qu'ici, la différenciation, elle est bien claire entre la substance grise et la substance blanche. Donc ça, c'est un des signes qui s'applique juste à la neuro. Là, honnêtement, tous les autres signes presque que je vous ai montrés peuvent s'appliquer partout dans le corps, occlusion d'un vaisseau, dissection, infiltration des graisses. Mais bon, la dédifférenciation, c'est juste pour le cerveau, évidemment. Ça, c'est un patient avec un AVC plus tardif. Ça fait quelques jours maintenant. Et on voit que là, c'est réellement complété. Non seulement on ne différencie plus le cortex de la substance blanche, tu sais, le cortex qui est un peu plus dense. Ici, c'est vraiment juste hypodense partout. Donc, on a une hypodensité en plus de la dédifférenciation cortico-sous-corticale. Ça, c'est finalement dans le territoire de l'artère cérébrale postérieure. Dernière chose, je vous parle, consolidation ou atélectasie versus verre dépoli. Donc, ça, c'est un patient, ici, si on regarde juste sur le topogramme du scan, on voit des bronchogrammes aériens, on voit une zone de consolidation. Hein. Au scan, de quoi ça a l'air? C'est vraiment dense, la consolidation. Hein. Ici, on voit les bronchogrammes aériens, qui est un autre signe de pneumonie. Puis, on voit pas les vaisseaux à travers. Vous voyez, si on voit les vaisseaux qui cheminent, on voit pas les vaisseaux à travers. Donc, ça ici, c'est une consolidation. C'est très dense, ça a l'air d'être comme du tissu. Si on regarde en fenêtre médiastinale, là, c'est injecté, je concède, mais c'est dense. Hein. C'est vraiment... Ça, c'est de la consolidation. Ça pourrait être de la télectasie ici, mais il n'y a pas vraiment... On dirait pas qu'il y a de perte de volume. Ça a l'air d'être gros puis bourré de liquide. On va pas tout refaire la sémiologie, mais ici, c'est un patient COVID. Donc, ici, on voit des opacités en verre dépoli. Donc, vous voyez, c'est un petit peu flou. On voit les vaisseaux qui passent à travers. Plus postérieurement, on commence à avoir des zones soit d'atelectasie et ou un peu de consolidation. Ça, c'est plus dense. Alors, remarquez comment ça, c'est plus dense que ça. Donc, ça, c'est verre dépoli. Ça, c'est de la consolidation. Puis, il y a plein d'autres termes que vous allez voir plus tard, là, mais c'est juste la base pour vous donner une idée. Ça, c'est un patient que j'ai eu de garde en fin de semaine. Donc, on voit les trois choses ici. C'est un patient COVID positif. Verre dépoli. Ici, c'est flou, hein. C'est pas aussi... Le poumon normal, là, juste vous montrer, c'est plus cette noirceur-là. Là, ici, tout son poumon est atteint, donc c'est dur à dire qu'est-ce qui est vraiment normal. Peut-être en sous-pleural, ici, distal, on a un peu plus le noir normal du poumon. Mais ici, il y a du verre dépoli partout. Ici, c'est consolidation et ou atélectasie. Puis derrière, on voit même un épanchement pleural. Vous voyez, c'est moins dense que ça, parce que ça, c'est densité liquidienne simple. Puis ça, c'est du poumon qui est affaissé ou rempli de pus ou peu importe. Mais ça va être à peu près de densité tissulaire, tandis que l'épanchement pleural va rester de densité liquidienne simple. Voilà, donc on aura revu quand même plusieurs signes, je pense, qui sont vraiment importants pour vos stages, pour toutes les sections quasiment. Donc, l'infiltration, remaniement des graisses. Ça, j'ai parlé pour abdomen, thorax, le cou, mais aussi juste la musculo-squelettique. Si vous avez une infection des tissus mous, une cellulite, une fascite, tout ça, vous allez avoir de l'infiltration des graisses. Le liquide libre, on en a parlé. L'air libre ou les lipides libres dans la tête. Le saignement, bien se méfier, il faut un C- avant de faire un C+, si on veut vraiment exclure un hématome. Ça, c'est super important. Le sang hyper aigu, là, un patient qui saigne activement depuis seulement quelques minutes ou quelques heures s'il est anticoagulé, peut ne pas être très, très dense parce qu'il n'a pas eu le temps de former un caillot. L'occlusion d'un vaisseau et ses pièges, notamment l'occlusion d'une branche, ça, c'est super important à reconnaître. Dissection vasculaire et pseudo-anévrisme. Ça, c'est des choses qu'on a couvert quand même de façon sommaire. Vous voyez les apparences différentes entre une dissection d'un géant vaisseau comme l'aorte, qui est facile à voir, le flap intimal, et par exemple la carotide, qu'on va juste voir un petit hématome dans la paroi parce que c'est un petit vaisseau, c'est plus dur à voir, puis la fausse lumière a tendance à s'occlure plus rapidement. Dédifférenciation cortico-sous-corticale, et puis la distinction entre consolidation atélectasie versus verre dépoli. Voilà, je m'excuse, j'ai pris beaucoup plus de votre temps que prévu, mais je pense que ça va vous être quand même pertinent là, pour vos stages à venir. Puis j'aimerais à ce moment-là vous demander s'il y a des questions ou commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci beaucoup, c'était super bien fait là. J'ai juste une petite question par rapport à l'occlusion, mettons comme d'une trifurcation, là, mettons, c'est que de la cérébrale moyenne. Comment on ferait pour concrètement pour savoir que déjà le patient, il y a une trifurcation et pas une bifurcation si on n'a pas d'examen comparatif antérieur, puis s'il y a une occlusion complète là.
Ouais, ça peut être difficile. Honnêtement, si tu serres beaucoup tes fenêtres pour juste voir le vaisseau, mettons le contraste, ça se peut que tu le vois pas, mais quand tu joues avec tes fenêtres, c'est pas rare que tu vas voir finalement le vaisseau qui est là, qui est pas opacifié. Donc, dans le sens, tu sais, souvent, si on regarde juste, mettons, je vais juste revenir peut-être au cas. C'est une section. Juste montrer ici. Tu vois, comme ici, il y a du caillot, mais on voit quand même qu'il y a quelque chose, hein? Mm-hmm. Tu sais, donc, je sais qu'il y a du caillot là. Donc, en jouant avec les fenêtres, même ici sur les coupes minces, tu sais, c'est pas opacifié, mais autour de ce vaisseau-là, c'est du liquide céphalorachidien qui est vraiment de densité liquidienne. Donc, si tu as une occlusion à une trifurcation, tu devrais quand même être en mesure, si tu serres tes fenêtres, de voir qu'il y a quand même une structure ici qui est pas opacifiée. Ça se peut que ça soit utile à ce moment-là de regarder sur des coupes, mettons, sagittales qui vont arriver comme ça, parce que souvent, la trifurcation, la bifurcation, elle est comme, ça se fait dans ce plan-là comme ça. Elle tourne de même. Donc, si tu le regardes, là, j'ai pas fait de reconstruction sagittale. Je les avais, mais je les ai pas mis sur Radiopédia, mais tu devrais voir quand même, si tu prends une coupe sagittale ici, que si tu vas voir une branche qui monte, une branche qui descend, tu vas voir ta branche supérieure, inférieure. Si tu as une trifurcation, tu devrais voir le vaisseau quand même à travers le liquide céphalorachidien, même s'il n'est pas opacifié, parce que c'est pas la même densité. Le caillot va être plus dense que le liquide céphalorachidien. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, là, c'était-tu Alexandre? Vas-y. OK. Le deuxième cas, la diverticulite avec l'infiltration de graisse, comment est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas d'abcès? Comme je sais même pas de quoi ça a l'air un abcès, mais parce que des fois, comment est-ce qu'on peut dire s'il n'y a pas d'abcès ou non? Okay. Donc, ça, c'est un exemple, par exemple, ici, d'une diverticulite compliquée. Donc, on a le côlon sigmoïdien ici. Là, c'est pas super évident, mais tu sais, la graisse, elle est un peu infiltrée. La paroi semble plus épaisse ici que, mettons, tu sais, cette petite paroi fine ici. Là, c'est dur à dire des fois, tu sais, la paroi, est-ce qu'elle est juste collabée sur elle-même et donc elle paraît plus épaisse ou est-ce qu'elle est vraiment épaissie? Je concède, c'est pas toujours facile à voir, mais ça, vous allez voir des exemples pendant vos stages, des trucs pour les différencier. Mais on voit, tu sais, ici, un petit peu d'infiltration des graisses. Dans le coronal, c'est plus évident. C'est pas le plus beau col pour l'infiltration des graisses, mais tu sais, un petit peu d'infiltration des graisses ici. C'est pas aussi clean qu'à côté. Puis, on arrive comme ça, on monte, on descend, pardon, puis il y a une espèce de boule comme ça, OK? Qui est juste reliée à rien. Il y a un petit peu de l'air dedans, il y a des petites bulles comme ça, puis il y a même un niveau comme ça, avec de l'air au-dessus. Donc ça, en fait, compte, c'est un abcès. L'abcès va être distinct des parois digestives, ça va former une espèce de boule. Puis pour qu'on appelle ça un abcès, il faut qu'il y ait des parois rehaussantes. Comme tu vois ici, les parois sont denses. Des fois, tu vas juste voir un petit peu de liquide mal défini. Il n'y a pas vraiment tu n'es pas capable de dire, genre, OK, c'est parfaitement ici que ça va être délimité. Mais ça, à ce moment-là, on va plus appeler ça peut-être un phlegmon parce que c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut mettre un drain dedans puis enlever. Pour pouvoir mettre un drain dedans, il faut quand même que ça ait eu le temps d'avoir une paroi mature, fibrotique, qui va avoir encapsulé cette infection-là. Et puis ici, c'est quand même ce qu'on voit. T'sais, on voit que c'est vraiment une belle boule comme ça. Tu vois, ici, juste devant, il y a un peu d'infiltration des graisses. Fait qu'on sait que c'est quelque chose d'inflammatoire. Ça va être un abcès sur une diverticulite perforée. Puis on voit ici, tu vois, c'est comme une espèce, tu vois ici un petit fascia, là. Puis on voit ici que le fascia puis le péritoine sont épaissis. Cette ligne-là ici, un peu d'infiltration des graisses, puis l'abcès. Donc on voit les mêmes signes que sur les autres examens. Mais c'est pas toujours facile. Puis, je t'avouerais aussi, chez les patients qui sont minces, qui n'ont pas beaucoup de graisse, que les intestins sont tous en tapon, des fois de distinguer un abcès versus juste une espèce de boucle intestinale qui passe là, c'est pas toujours facile. Fait que des fois, on va être forcé de dire, doute sur la présence d'un abcès ou possibilité parce qu'on n'est pas toujours capable de dire. Mais ici, on voit quand même bien que cette boule-là, j'arrive pas à la rejoindre à quoi que ce soit, sauf peut-être en contact avec cette paroi-là, mais c'est pas une anse intestinale. Elle va nulle part. C'est une boule d'à peu près 3-4 cm qui est isolée avec une paroi bien définie puis une infiltration des graisses au pourtour, un épaississement du péritoine et donc c'est un abcès. OK, c'est bon. Ouais, j'avoue, un abcès, c'est comme un peu plus facile à reconnaître, mais c'est parce que j'avais eu un cas dans un stage, c'était plus comme un phlegmon.
Fait que c'est pour ça que je me demandais, c'était un peu plus difficile à savoir. Ouais, le phlegmon, c'est pas toujours facile, mais généralement, tu sais, quand tu as de l'infiltration des graisses, tu vois de la graisse à travers. Quand ça commence à être un petit peu liquide, ben là, je pourrais dire un petit peu d'épanchement liquidien, un peu de liquide libre. Quand je vois que ça commence à former un petit peu plus une forme de boule, ben là, ça va être un phlegmon. Puis du moment qu'il y a des parois vraiment tout le tour, puis c'est bien encerclé, si on veut, ben là, on va appeler ça un abcès. Merci. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, merci beaucoup, Francis, pour la présentation. C'était super. J'avais juste une question sur un des cas que tu nous as envoyé là, dans ta banque de cas. Je t'ai abordé rapidement par la présentation. Je voulais juste savoir la trouvaille ici, à côté de l'annexe droite. Il y avait comme une genre de cavité, plus pour mon intérêt personnel. Là, je voulais savoir, c'est quoi ça? Ça ici, en fait, tu vois, ça, c'est peut-être, ben, c'est bon que tu l'aies mentionné, là, parce que ça, c'est une question de fenêtrage. Ça a l'air de l'air, hein, mais ça, je vous garantis, si on change le fenêtrage, ça va être de la graisse. Mais c'est juste du lipide sur ça, c'est un tératome ovarien. Donc, c'est un tératome ovarien qui contient de la graisse ou en fait, de la graisse, généralement, ou des lipides. Mais vous voyez ici, ça a l'air plus noir que la graisse sous-cutanée, mais simplement parce que souvent, ça va pas être vraiment de la graisse avec du tissu conjonctif, ça va juste être du lipide parce que c'est une composante épidermique, puis c'est comme les appendices cutanés qui sécrètent du sébum, et puis le sébum contient des lipides, et donc ça va être vraiment comme purement de la graisse, tandis que ici, c'est de la graisse, ça va être purement du lipide, tandis que ici, c'est de la graisse avec des septations de tissu conjonctif, et donc c'est un peu plus dense que du vrai lipide pur. Mais ça ici, c'est un tératome ovarien. Puis il y a des petites calcifications dedans. Ça, c'est comme peut-être des petites dents dégueulasses là, qu'on verrait des fois sur des tératome matures. Ici, c'était pas clair finalement. Est-ce que c'est une dégénérescence maligne d'un tératome? Parce que généralement, ça, c'est bénin, là. Ou est-ce que c'est un cancer primaire du péritoine? Le but, par contre, n'était pas ici de trouver les diagnostics spécifiques pour chaque cas. C'était juste pour illustrer vraiment des signes plus globaux qui vont vous aider pour toutes les sections, finalement. Merci. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup. Merci pour la présentation. Moi, j'aurais... Oui. Vas-y. OK, merci. J'ai une petite question pour le cas de lacération splénique. Juste repointer l'hématome, je ne l'avais pas bien visualisé. Donc, c'est ça. L'hématome ici est comme un peu difficile à distinguer. Je vais montrer en coronal peut-être, mais tu vois, comme tu as ta rate ici, ça ici, c'est la rate. Si on va plus bas, ici, on voit la lacération, hein, c'est comme une espèce d'hypodensité. C'est pas aussi beau que dans les livres qu'on voit, genre une espèce de belle ligne en zigzag, là. C'est pas ça que ça a l'air dans la vraie vie. Ça a l'air plus de ça. OK? Et puis, on voit que tout ça ici, c'est comme une espèce d'hématome sentinelle. Ça, c'est un caillot qui est comme probablement accolé à la rate. Puis ça, c'est du sang cailloté. Si vous avez déjà probablement vu dans vos stages de chirurgie du caillot, là, tu peux le ramasser, mais ça va un peu comme se défaire en morceaux. Fait que ça, c'est comme accolé à la rate. Puis ici, on a du liquide qui est un petit peu plus libre, qui est moins dense. Hein? C'est subtil, mais c'est moins dense que les muscles. Tandis que ça, c'est vraiment comme la même densité, là. Puis c'est un méthane injecté, donc on sait que le muscle n'est plus à 30-45 unités en field, il est probablement 60-90 comme le sang. Donc ça, c'est vraiment l'hématome. Si on descend un peu ici, comme en scrollant, des fois, ça apparaît plus, mais vous voyez comme des espèces de lignes dedans. Je sais pas si ça apparaît là, c'est un aspect un peu feuilleté. Oui. Tandis que ici, je vois, je scroll, j'ai aucune ligne. Là. C'est homogène. Là, c'est un scan un peu bruité, là, c'est pas le plus beau au monde, mais ce signe du caillot sentinelle-là, c'est vraiment comme une espèce de couche d'hématome. Ça continue à saigner, et que le sang sort puis pousse sur du caillot, va faire un autre espèce de caillot, ça continue à pousser de même d'autres couches progressives de sang jusqu'à faire une espèce de gros caillot qui est autour généralement ou à proximité de l'organe qui est lésé. Donc ici, ça peut vous aider. Puis là, on voit dans son estomac, je sais pas qu'est-ce qu'il a mangé, on dirait comme des Timbits ou quelque chose, mais ça fait un peu des boules, mais ça n'a pas rapport. Mais juste pour vous montrer, ça, c'est vraiment un cas d'hématome sentinelle. Puis on voit un petit peu les espèces de lamelles ici comme ça, puis la densité surtout devrait attirer votre attention. C'est vraiment, là ici c'est granulaire. Peut-être si on avait fait on fait des reconstructions, peut-être des coupes de 2 mm. Ici, si on avait du 5 mm, on verrait probablement mieux l'aspect ici lamellaire, puis aussi la densité qui est augmentée par rapport au liquide ici de ce côté-là. D'accord. Puis le terme sentinelle, c'est parce que ça précède autre chose ou...
Ouais, ben dans le fond, c'est comme c'est sentinelle de peut-être le patient va mourir si tu fais rien. Je sais pas. Mais c'est appelé ça en anglais aussi Sentinel Clot, donc je sais pas exactement pourquoi ça a été nommé ainsi. OK, c'est bon, merci. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ouais, moi, juste à propos des embolies pulmonaires. Là, une fois, durant une de mes gardes, j'avais genre un patient tachycarde, désaturé, douleur poitrine, tout ça, essentiellement soupçon d'embolie pulmonaire. Là, on a fait l'angioscan, puis dans l'artère pulmonaire, dans une des grosses bronches, là, il y avait comme c'était une occlusion partielle. Fait que c'était juste comme comme le mur comme des artères qui avaient comme un thrombus, mais c'était pas comme complet. Fait que là, j'ai appelé le résident de radiologie, puis lui, il a dit que c'était rien d'urgent parce que c'était juste impartiel. Mais c'était pas un résident de programme parce que je reconnais pas son nom, mais en tout cas, je sais pas c'était qui, mais durant les gardes, si je vois ça, comme, est-ce que c'est vraiment comme pas significatif ou c'est quoi? Est-ce qu'on parle quelque chose comme ça, genre? C'est pas comme un saddle, ça. Attends, je vais essayer de le dessiner. Ce serait pas le meilleur dessin, mais ouais, préparez. Ok, attends. Je sais pas si vous, ok. Je sais pas si vous pouvez me voir. Ça a l'air un peu de ça. Fait que lui, il a dit que c'était pas grave parce que c'était pas complet. Mais je ne sais pas quoi dire à propos de ça. Ouais, ben, quand c'est accolé aux parois comme ça, généralement, ça tombe dans le chapitre du truc que j'avais montré là, pour l'occlusion vasculaire, qui est probablement plus soit une embolie chronique ou une sténose pour autre nature. Puis, tu sais, si c'est dans une artère, tu peux dire que c'est peut-être une sténose athérosclérotique. Dans une veine, ça existe à toute fin pratique pas, l'athérosclérose. Donc, c'est probablement des embolies pulmonaires anciennes qui ont été comme incorporées à la paroi. Dans le processus d'organisation d'un thrombus, le thrombus va s'accoler à la paroi. Et puis, ça, c'est probablement ce qu'on appelle des embolies chroniques. Et donc, ça, c'est pas dans le même spectre qu'une embolie pulmonaire aiguë. OK. Parce que l'embolie pulmonaire va vraiment être comme les schémas, là, je peux peut-être leur montrer, mais vraiment comme l'espèce de boule d'un vaisseau. Et tandis que l'embolie pulmonaire chronique, ça va avoir une apparence différente. Donc, je vais peut-être aller rapidement montrer. C'est ça, c'est vraiment ce que je parlais tantôt, le vaisseau normal. La boule ici, ça, c'est un thrombus aigu. L'occlusion abrupte, c'est un thrombus généralement aigu, mais pourrait être chronique. Puis ça ici, ce que tu me décris, c'est comme cette image-là, mais des deux côtés. Je t'entends plus, je pense que t'es mute. Ah, excuse. Ouais, c'était comme ça. C'est ça. Donc ça ici, c'est jamais aigu. Ça, c'est toujours chronique. Donc, si tu peux pas avoir un thrombus aigu qui est comme incorporé dans la paroi comme ça, tu vois, ici, ça pourrait être un peu collé sur la paroi, puis tu sais, faire une image genre que c'est de même, mais il faudrait quand même que tu vois quelque chose qui est comme centré dans la paroi et qui flotte. Parce que toi, ce que tu me décris, c'est vraiment des épaissements de part et d'autre. Et puis ça ne peut que être chronique ou genre subaigu, tu sais. Donc, c'est pas la même chose qu'une embolie pulmonaire aiguë. C'est pas tout le monde qui fait ça dans ces rapports, mais tu sais, moi, quand je vais faire les rapports, je vais toujours dire pas d'évidence d'embolie pulmonaire aiguë. Parce que les embolies pulmonaires chroniques, elles peuvent être tellement minces puis accolées à la paroi que tu pourrais ne pas les voir sur un angioscan standard. Mais le patient peut quand même avoir une hypertension artérielle pulmonaire parce que depuis 10 ans, il s'envoie de temps en temps des petites embolies, puis ça s'incorpore à la paroi. Puis toi, tu fais ton examen, tu vois rien. Donc, c'est pour ça que c'est important de distinguer entre quelque chose d'aigu et de chronique. C'est pas le même traitement, évidemment. Donc, moi, ça ici, ça c'est toujours aigu. Ça, c'est généralement aigu, parfois chronique. Et puis ça, c'est toujours chronique. Donc, c'est pour ça les formes, c'est l'apparence des différentes structures, c'est important de vous garder en tête de quoi ça a l'air. Puis ça aussi, ça ici, c'est toujours aigu ou subaigu aussi. Ça peut pas être chronique, cette apparence-là. C'est quand tu vois du contraste en dessous, là, c'est ça veut dire que quand je scroll, mettons comme ça, en axial, je vais arriver ici, je vais voir, du contraste, mais quand je vais arriver ici, je vais voir contraste, une espèce de boule dans la lumière, puis du contraste de l'autre bord. Fait que tu vois que ça, même en axial, tu vas dire c'est pas intégré complètement dans la paroi, donc ça ne peut pas être aigu. Il faut que ça soit aigu, ça ne peut pas être chronique, il faut que ça soit aigu ou subaigu. Tandis que ici, c'est toujours chronique. Je sais pas si ça va là. Non, ça fait du sens, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Bon, fait qu'on va conclure là-dessus. Merci beaucoup pour votre attention. Je suis désolé d'avoir pris beaucoup de votre temps, mais j'espère vous avoir montré un petit peu des trucs au moins pour vous être utile pour votre résidence. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne poursuite de l'intro.